Sur son lit de mort, Louis XI, un des plus grands rois de l'histoire de France, dira au sujet de sa fille Anne de Beaujeu: C'est la moins folle femme du monde, car de sage, il n'y en a guère. Bon, et ben ça c'est pas top Louis, hein. Surtout quand tu confies la régence de ton royaume à ta fille, essaye un tout petit peu de la mettre en confiance, non? Cette petite anecdote de l'histoire est assez cocasse, car elle montre que bien que les hommes de pouvoir aient une idée bien arrêtée sur l'intelligence des femmes, ils prenaient quand même la peine de leur confier le gouvernement du royaume. On résume souvent l'influence des femmes de sang royal à la régence ou à l'éducation des princes, notamment parce qu'elles seraient, par nature, évincées de la succession sur le trône à cause de la loi salique. Cette loi a été érigée en loi naturelle et incontestée du royaume, mais prendre ça comme une vérité, eh ben ce serait succomber à la facilité. Et nous, aujourd'hui, on va exterminer la facilité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le coffre du Nord, et aujourd'hui on sort du coffre un sujet particulièrement folklorique, la loi salique et le pouvoir des femmes en France. On a pris pour habitude de se dire que la couronne se transmettait de père en fils. Et dès qu'on atteint les 8 ans, on comprend que les femmes sont inéligibles à cette fonction. A chaque fois que vous demandiez à votre prof monsieur, pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'être reines? Eh bien, soit il vous disait c'est comme ça, donc un très mauvais prof, soit il vous disait eh bien, en fait, c'est lié à la loi salique qui interdit à une femme de. Et là, vous n'écoutez plus parce que, je vous le rappelle, vous avez 8 ans. Mais creusons un peu cette idée. La loi salique est en effet le texte qui est mis en avant pour justifier le système de succession des rois. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à l'origine, c'est un droit pénal qui date des francs saliens. Ces francs qui mettaient du sel partout. Alors l'humour? Non, en vrai, ce sont des pièces de monnaie qui n'arrêtaient pas de se. Bon, pardon, c'est bon, je me concentre. Ce sont des francs, donc, qui vivent près du Rhin et qui, progressivement, donneront le royaume dont Clovis héritera. Voilà, on va pas s'arrêter trop longtemps dessus. Désolé à tous les fans de médiéval, vous n'êtes pas mon problème. Rédigé après le règne de Clovis, c'est juste un texte qui sert à régler les litiges du genre « Quiconque aura dérobé les petits d'une truie sera condamné à payer 280 deniers ». Ouais, je vous jure que c'est vrai. Bah en même temps, attendez, il faut bien prévoir, il y a toujours un connard qui vole les petites vautreuils, non? Ce texte n'a donc à première vue rien à voir avec la couronne française. Et quand on s'amuse à le lire, oui, je l'ai lu, chacun ses passe-temps, on ne juge pas, on remarque que dans le paragraphe 59 qui traite de la transmission des biens d'un défunt, sans trop de soucis, on explique que s'il n'y a pas de garçon, les successeurs du mort seront des femmes, sa mère, son épouse ou sa sœur. Bon, en revanche, lui, l'article 6, il est très clair, hein. Aucune portion de l'hérédité ne sera recueillie par une femme. Je vous l'avais dit, comme de l'eau de roche. Mais ce genre de code, c'est pas propre aux francs. Certains d'entre eux disent même que c'est complètement stupide d'exclure autant les femmes. On reprend en fait les traditions romaines parce que, oui, la Gaule a été romaine, mais bon, je vais pas non plus tout vous expliquer parce que vous avez le droit d'aller à l'école, c'est gratuit. Mais du coup, ce petit texte qui facture 2500 deniers à un homme qui arrache l'œil d'un autre, que fixe-t-il dans la succession royale? Et pas grand chose. Évidemment, on transmet la couronne d'homme à homme. Oui, c'est vrai, mais la femme a une place prépondérante dans le gouvernement. Elles ne sont pas des petites conseillères sur l'oreiller inutiles, et elles ont leur mot à dire dans la manière de gouverner et influencent même drastiquement le sort du royaume. Par exemple, à ce moment-là, en 560, la France est divisée entre plein de petits royaumes, dont celui de Soissons, qui est dirigé par Chilpéric, à ne pas confondre avec Childéric, désolé les dyslexiques, et celui de Reims, tenu par Sigebert, frère de Chilpéric, à ne pas confondre avec Benoît Père, mais ça devrait aller normalement. Sigebert est marié avec Brunehaut, fille du roi des Goths, et Chilpéric avec Galswinthe, qui est la sœur de Brunehaut et qui a un nom atroce. Mais Chilpéric couche allègrement avec Frédégonde, une servante qui a déjà évincé sa précédente épouse et qui se verrait bien devenir reine. Elle convainc son amant de tuer Galswinthe, ce qui rend Brunehaut comme qui dirait chafouine, oui ce mot existe, je suis allé vérifier, et entraîne une superbe guerre entre les deux frères. Pendant près de 40 ans, Frédégonde et Brunehaut vont se faire une guerre terrible à distance, influençant leurs maris, fils, neveux et beaux-frères pour garder la mainmise sur le gouvernement qui leur revenait de droit. On parlait pas de loi salique à ce moment-là, hein, et les deux femmes avaient, sans contestation possible, un vrai pouvoir de reine. D'ailleurs, notre loi salique, qu'est-ce qu'il en devient? Sous Pépin le Bref, je sais que tu as ri en entendant son nom, puis sous Charlemagne, elle est modifiée. Bon, nous, l'article qui nous intéresse voit simplement le terme de terre être remplacé par celui de terre salique, qui correspond au territoire ancestral de la famille. Et puis après ça, elle tombe dans mon livre préféré, qui est celui de l'oubli. Tout le monde s'en fout de cette loi. C'est un de ces nombreux trucs qui existent, qui est là, dans un coin, sans trop d'utilité. Peut-être qu'on parle de Bayrou, hein, on sait pas. Sur le trône de France, vous avez Aliénor d'Aquitaine qui se pointe, puis Blanche de Castille, deux femmes qu'on ne peut pas, je pense, qualifier de petites figurantes de l'histoire. Mais la couronne se transmet sans trop de soucis d'homme en homme. Puis, patatras, arrive 1316. Louis X le Hutin, alors non, Hutin, ça n'a rien à voir avec ça, hein, ça signifie colérique et nerveux, on est plus proche de l'ours que de la peluche. Louis X, donc,
meurt sans fils. Enfin, sa femme est enceinte et accouchera de Jean quelques mois plus tard. Mais il meurt au bout de 3 jours. Il sera donc le seul roi à l'avoir été de sa naissance à sa mort. Bien joué Jean. C'est donc la fin de ce qu'on appelle le miracle capétien, qui revenait à toujours avoir un successeur mâle pour le roi. Et là, on va se demander, qui va monter sur le trône? 2 challengers s'avancent. Philippe, le frère de Louis, parce que c'est un homme, et Jeanne, fille du défunt roi, parce que elle vient de ses entrailles quand même, c'est un bon argument. Et là, coup de force, Philippe, qui s'occupait de la régence pendant la grossesse de la reine, s'est bien accoutumé à la couronne, et la prend de force. C'est là que j'introduis une petite nuance sur le sexisme ambiant. Les grands personnages du royaume étaient sexistes, oui. Mais ils acceptaient que la couronne aille de père en fils parce que c'est ce qui se faisait sous les Francs et c'est ce que Hugues Capet a instauré de son vivant. C'est vraiment une tradition. Une tradition sexiste, oui, mais une tradition. Mais le fait que Philippe prenne la couronne de force, c'est pas accepté par tout le monde. Une partie de la cour se dit que non, elle devrait revenir à la fille du roi parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait. Alors, comment fait-il pour justifier le fait qu'il soit un connard et qu'il vole la couronne à sa nièce? Eh bien, la période est étrange. Et Philippe joue sur le fait que la mère de Jeanne, première épouse de Louis, lui a été infidèle et que donc sa fille est potentiellement illégitime. Aussi, son argument est de le choisir lui car il descend directement de Philippe le Bel, son père, alors que Jeanne n'est que la petite fille de ce dernier. Il prime donc dans l'ordre de succession. Alors, soyons clairs, c'est complètement con. Mais on accepte pour ne pas faire trop d'histoire. Surtout que l'épisode se répète, car Philippe meurt sans fils. Heureusement, il a un frère, Charles, qui devient Charles IV et monte sur le trône. Mais ce filou meurt également sans héritier mâle, ce qui pose le même problème pour la 3e fois. 3 nouveaux concurrents donc s'avancent et rentrent dans l'arène. Philippe d'Évreux, futur époux de Jeanne, mais problème, peut-on partir du principe que la femme soit capable de transmettre la couronne? D'autant plus que, est-ce que c'est vraiment la fille du roi? On sait pas. Philippe de Valois, petit-fils de Philippe le Hardi et donc cousin des 3 précédents rois, mais de ce fait, on donnerait la couronne à quelqu'un qui n'est pas un capétien direct. Et Édouard IV, fille d'Isabelle, la sœur de Charles, Louis et Philippe, qui revendique la couronne pour elle, ou au moins pour la donner à son fils. Bon alors pour Jeanne, c'est même pas la peine, pour les arguments qu'on a énoncés plus tôt. Mais Isabelle, il y a plus de questions, parce que oui, c'est une femme, mais comme dit précédemment, on a vu des grandes femmes diriger la France. Eh bien, en plus du sexisme, ce qui gêne, c'est que son fils s'appelle Édouard, et vous me voyez venir, ça sonne pas très français. Elle a épousé Édouard II, roi d'Angleterre, ce qui pour moi compte comme la plus grande trahison à l'histoire de France, mais bon, on m'a pas demandé mon avis. Donc, si on lui donne la régence, son fils sera un jour roi d'Angleterre et roi de France. Ciao gringo, ça sera un Valois, pas d'Édouard sur le trône, Philippe devient roi de France. Et là vous me dites, mais et la loi salique? Mais tout le monde s'en fout de votre loi salique putain. C'est un vieux bout de papier qui traîne dans les armoires d'une sombre abbaye. Elle n'est même pas consultée pour trancher la question, qui n'est pas anodine car elle provoque la guerre de 100 ans quand même, mais elle n'est pas consultée. D'ailleurs, en 1358, un moine de Saint-Denis aurait retrouvé une copie de cette loi disant que la couronne se transmet normalement de mal en mal. Et tout le monde s'en balance. Voilà. Bon alors rassurez-vous, je ne suis pas totalement hors sujet, la loi salique va revenir sur le devant de la scène, parce qu'on est à Paris, vous avez compris, entre 1409 et 1416. À ce moment-là, la capitale sort du clash entre Christine de Pisan, poétesse réputée, et Jean de Montreuil, secrétaire du roi. Les deux se sont écharpés au sujet du roman de la Rose, que Christine trouvait immoral, misogyne et obscène, tandis que Jean le trouvait parfait. Je me permets de vous informer que Jean est ouvertement et nationalement reconnu comme étant dans le top 3 des plus gros misogynes du royaume. Pas étonnant qu'il ait aimé l'ouvrage. Christine, elle, c'est une philosophe qui fait de la poésie et qui rédige des chroniques qu'on étudie encore aujourd'hui. Donc, la cause des femmes, elle maîtrise. C'est un peu le Caris Bouba de l'époque. Jean garde une belle dent contre Christine et pour montrer à tout le monde qu'être misogyne, c'est normal, il ressort la loi salique, un peu surprise de revoir le soleil, et il la présente comme étant une ordonnance qui a vocation de coutume, donc qui agit comme une loi. Et c'est pas rien, parce que Jean est un connard fini, car il a pris notre passage qui parlait de la transmission et a remplacé terre salique par règne, ce qui nous donne le règne, royaume, ne pourra être transmis à une femme. Et vu que personne ne connaît ce putain de texte parce que tout le monde s'en fout, personne ne sait ce qu'il dit vraiment. Donc, on se dit, ok, il a raison, c'est une loi qui traite de la question la plus importante du royaume et qui devrait donc être un minimum connu, voire relu, mais pourquoi pas, c'est une loi. Et puis aussi, ça nous permet de réécrire l'histoire et de justifier pourquoi on est les seuls connards en Europe à pas avoir de femmes sur le trône. Parce que la loi salique. Voilà, on est différents,
donc on est mieux que vous. Et avec le temps, on va la réécrire l'histoire de France. On évoque l'épisode de Louis X en disant que la loi empêchait à une femme de transmettre la couronne, et on ajoute même qu'elle interdit à un étranger de la porter. Je rappelle que personne ne connaissait l'existence de cette loi à ce moment-là. Mais ça va pas nous être totalement inutile, parce que Charles VI, dit le fou, l'est tellement qu'en 1420, il signe le traité de Troyes, qui acte le mariage de sa fille avec Henri V, roi d'Angleterre, et fait de lui son successeur sur le trône. Rien d'anormal. Sauf que Charles, il a un fils, qu'il répudie. Tout ça parce qu'il aurait tué le duc de Bourgogne. Oui, il l'a tué. Et alors? Bon, alors Henri V meurt quelques jours avant Charles VI, donc ça aurait dû être Henri VI, fils de Henri V, oui, ils se sont pas foulés sur les prénoms, qui, selon le traité, devait prendre le pouvoir. Mais, et ben là pour le coup, loi salique. Bah oui, il y a l'aspect inaliénable de la couronne. On part du principe que l'esprit du roi se réincarne dans son fils et que c'est donc le sang royal qui fait le roi. Donc, en France, on n'est pas hyper convaincu par la mise à l'écart de Charles, fils de Charles VII, fils de Charles VI, oui, on s'est pas foulé non plus, qui est pas hyper légal. Et puis, loi salique, donc pas d'étrangers sur le trône, surtout pas en pleine guerre de 100 ans, surtout pas en anglais. Pardon, je vais vomir. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, les Anglais n'ont pas été bien reçus et Charles VII sera bien roi de France. Et donc, notre loi salique fait son petit bonhomme de chemin. Et en 1488, elle est imprimée et Anne de Beaujeu, régente du royaume, l'érige en première loi du royaume. Je rappelle que c'est un fake, c'est juste un texte qui te fout une amende de 1200 deniers si tu te descends à pendu d'un arbre sans autorisation. Pourquoi faudrait-il une autorisation? Pourquoi pendrons-nous les gens? Pourquoi des arbres? Et donc, au moment où Louis XI choisit non pas sa femme comme régente parce qu'il la trouve trop conne, mais sa fille, et surtout pas son mari, parce que lui pour le coup il est vraiment très con, on clame haut et fort que la couronne est une affaire d'homme. Oui, nous les Français, on aime les paradoxes. La loi traverse les époques sans empêcher des femmes telles que Anne de Bretagne, Louise de Savoie ou encore Catherine de Médicis d'avoir une influence phénoménale sur les affaires de France. Catherine d'ailleurs, mère de 3 rois, est en partie critiquée pour avoir été contre la loi salique. Bah oui, une Italienne qui était la seule à comprendre que la politique de tolérance de François Ier était la seule solution pour éviter la guerre civile, on n'a pas envie de l'écouter. En 1574, Théodore de Bèze parle de notre loi salique comme étant une loi fondamentale du royaume. Je rappelle que c'est un texte qui condamne un homme à payer 120 deniers s'il en insulte un autre de merdeux. Si on appliquait la loi salique sur les terrains de foot, on serait millionnaire, il n'y aurait plus de dettes. Et puis, 1593, la loi salique va enfin servir. 4 ans plus tôt, Henri III, roi de France, est mort, sans fils évidemment, alors son successeur, eh bien c'est son cousin, Henri de Navarre. Mais notre Henri était protestant. Donc, on commence à dire que non. C'est pas possible qu'il soit roi, il faut quelqu'un d'autre. Puis en plus, Henri III, c'était un méchant, pardon, je m'emporte. Le flou dure un bout de temps, mais en 1593, l'arrêt Lemaitre est signé par le Parlement. Et ça y est, on fait d'Henri de Navarre le roi de France en se référant explicitement à la loi salique. On a donc Henri IV et sa Polopo qui arrivent au pouvoir. Donc pour une fois, elle met vraiment l'ordre dans le royaume, ce qui n'est jamais évident en France. Et, oui, je parle du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Non, je parle pas de 2025, pourquoi vous dites ça? Après, on aura moins de soucis dans les successions et on parlera plus vraiment de la loi salique, surtout à partir du moment où on aura couper la tête à notre roi. Voilà, les Français ne sont pas contents. Voilà, donc c'était une petite explication sur ce texte qui explique avant tout que si vous coupez la queue d'un cheval qui ne vous appartient pas, vous devez rembourser à son propriétaire la valeur intégrale de ce cheval. Arrêtez de faire ça, soyez civilisés. Moi, je vous dis à bientôt, likez, partagez, commentez cette vidéo, chose que personne ne fait sur YouTube. Je m'en vais en refermant le coffre et en vous rappelant que les Français sont meilleurs que les Anglais. Oui, je vais le dire à chaque fois. Voilà, il faut bien que quelqu'un le dise.